Donc bonjour à toutes et à tous. Donc on va aborder la deuxième session de l'axe 3. Donc on reste sur les rapports privilégiés à l'espace d'arrivée, mais on a regroupé certaines communications par les lieux. Donc c'est les migrations intra-européennes là, mais avec une grande diversité de cas. Alors une première communication donc de Camille Chedez et Christophe Imbert qui portera sur les néo-paysans étrangers dans les campagnes du sud-ouest de la France, donc en Dordogne et en Ariège. En seconde communication, on aura Martina Vignoli qui nous présentera les immigrés italiens dans la restauration à Paris. Et enfin, la communication d'Élodie Hutt sur les migrants italiens, grecs et turcs qui résident à Bruxelles et leur perception des autres migrants. Voilà, donc on va commencer par la présentation de Camille Chaudez et Christophe Imbert. Donc, Camille Chaudez, maîtresse de conférence en géographie à l'Université de Poitiers et chercheuse à Migrinter. Et Christophe Imbert, professeur de géographie à l'Université de Rouen-Normandie et membre du laboratoire IDES. Voilà, je vous laisse la parole pour votre présentation. Merci. C'est Camille qui commence. Merci beaucoup. Alors, on va vous faire une présentation assez originale à deux titres. Premier titre, c'est que c'est la communication à deux voix du colloque. On n'en a pas encore eu jusqu'à présent, ce qui reflète le travail en commun qu'on a pu mener dans le cadre du programme ANR Camigri, qui veut dire les campagnes dans les migrations internationales, et qui s'achève cette année, et dans le cadre duquel on a pu mener des travaux sur plusieurs types de migrations dans certains espaces ruraux français. Et donc, on va vous présenter un certain nombre de résultats qui sont issus de ce programme. Original du coup sur un deuxième plan, puisqu'on a eu une entrée par les espaces, par des territoires, et en particulier les espaces ruraux, dont on a assez peu entendu parler dans ce colloque jusqu'à présent. Et on va justement éclairer un type d'individus qu'on peut catégoriser a priori dans cette grande catégorie des lifestyle migrations, donc dans des espaces ruraux. Et donc ce sont des individus qu'on va qualifier a priori de privilégiés et qui s'installent en agriculture dans des espaces ruraux peu denses. Tu peux passer. Alors, on aimerait questionner cette catégorie d'individus en tant que migrants privilégiés, notamment du point de vue de leur nationalité, puisque on va essayer de complexifier l'analyse en étudiant ce phénomène dans des espaces qui n'entrent pas directement dans le champ des rapports de domination. Et on va se demander si l'étude de l'installation de ces migrants dits privilégiés dans un autre pays privilégié, à savoir la France, remet en question ou non la définition de cette catégorie. Donc notre objectif, c'est de dépasser l'idée de l'acquis du privilège selon la nationalité et de casser certaines idées reçues. La première étant que ces ressortissants de pays riches qui s'installent dans les espaces ruraux français ne constituent pas un groupe homogène. Donc ça, c'est une idée qui a qui s'est développée au long de ce colloque, montrer l'hétérogénéité finalement de ces individus qui forment pas vraiment un groupe social. Et on va montrer que certains migrants sont plus privilégiés que d'autres. La deuxième idée reçue qu'on aimerait relativiser, c'est sur l'entre-soi, dont on a parlé ce matin notamment, puisqu'on va montrer que ces individus, finalement, ne s'inscrivent pas vraiment comme dans des réseaux communautaires, et que ces réseaux communautaires sur place soit n'existent pas, soit ne forment pas une ressource pour eux, pour leur installation en agriculture ou pour leur intégration. Et puis la troisième idée qu'on va développer, c'est que le privilège, bien sûr, varie dans le temps et tout au long de la trajectoire migratoire et d'installation, ce qui plaide pour une approche en termes d'expérience du privilège, puisqu'on va considérer le privilège comme une combinaison à la fois de dispositions internes et de conditions externes, pour reprendre des éléments d'analyse qui ont été développés par Emmanuel Mamingue. Et notre hypothèse, c'est que la migration internationale, couplée à un projet d'installation en agriculture, occasionne une rupture biographique nette qui entraîne une forme de précarisation des individus, mais que cette précarisation, elle est acceptée, voire elle est recherchée, puisque la migration
qui est combinée à l'installation en agriculture, elle permet d'accomplir un mode de vie désiré qui s'inscrit dans un processus de ce qu'on appelle le downshifting, qui pourrait se traduire en français par rétrogradation ou décélération. Donc on va se demander si le privilège, il est l'expression de l'édification d'un monde pour soi, d'un détachement personnel, d'une mise à distance sans finalité externe, ou au contraire si le privilège sert à dénoncer un monde social qu'on rejette, qu'on n'accepte pas, voir si le privilège, il est pas non plus, il s'inscrit pas dans la recherche d'une durabilité plus collective en faisant des agencements avec ces modes de vie individuels. Donc pour répondre à ces questions, on va s'intéresser à une figure différente et peut-être plus récente de l'étranger en milieu rural, c'est celle du lifestyle farmer. Donc c'est un individu qui a un projet professionnel dans l'agriculture, qui opère une migration internationale et qui, par la migration, réalise son projet d'installation en agriculture qui lui permet d'accomplir un mode de vie plus qualitatif, qui est recherché dans le cadre de cette migration d'aménité et qui, pour y parvenir, met en œuvre des pratiques alternatives, durables, citoyennes d'agriculture. Merci Camille. Alors on a travaillé sur 2 espaces ruraux qui présentent des points communs mais aussi des différences assez affirmées. Ce sont pour le Périgord vert le regroupement de 3 EPCI et pour l'Ariège le regroupement de 2 EPCI dans l'ouest du département, c'est l'arrondissement de Saint-Girons pour être plus précis. Et donc ces 2 terrains, ils ont pour particularité de ne pas avoir de centre urbain important, puisque Saint-Girons, pour l'Ariège, c'est 7 000 habitants et 10 000 agglomérations, et Nontron, on est plutôt à 4 000 habitants Dordogne et 6 000 habitants, 6-7 000 habitants pour l'agglomération. Donc pas de ville importante. Sur le long terme, depuis plusieurs décennies, il y a eu une tendance démographique à la diminution de la population. Donc la population a diminué dans ces territoires qui ont des densités faibles par ailleurs. On est à moins de 30 habitants au kilomètre carré. Et donc la déprise démographique a pu être importante puisque nombreuses sont les communes dont la population a été divisée par 3, 4, voire 10 sur un siècle. Voilà. Mais par ailleurs, ce que l'on peut voir aussi sur les graphiques, les graphiques du dessous, on peut voir par ailleurs que la population étrangère a eu plutôt tendance à augmenter ces dernières décennies, depuis les années 70-1980. Mais là, on est dans 2 configurations qui sont relativement différentes. En Ariège, il y a une présence étrangère relativement ancienne, Dans les années, dès les années 20, des Italiens, 20-30, des Italiens s'étaient installés déjà dans l'agriculture, puis des Espagnols s'étaient installés après la retirada. Et enfin, à partir des années 1970, il y a eu toute une installation de néo-ruraux dans le mouvement hippie. Alors là encore, c'est une population très différenciée, si bien que voilà, la situation de cette partie de l'Ariège, on peut la comparer à ce qui se passe dans les Cévennes, le Diois, un petit peu le plateau des Mille Vaches. Donc une présence néo-rurale et une composante étrangère importante, relativement ancienne. Ce qui n'est pas le cas dans le Périgord. Et le Périgord peut se rattacher, quelque part, cette partie du nord du Périgord peut se rattacher à toute une frange ouest non littorale de la France, l'intérieur de la Bretagne, jusqu'à même l'intérieur de la Normandie, qui avait une population étrangère quasi absente, très très faible, numériquement et en proportion, et dont on a vu la présence de plus en plus importante à partir des années 2000 dans des villages, et il s'agit de façon plutôt prédominante de Britanniques.
de Britanniques. Et pour ce qui concerne le Périgord, le terrain périgourdin, eh bien, les Britanniques représentent facilement la moitié des étrangers. Tandis qu'en Ariège, les Britanniques ne sont pas prédominants. Dans ces vagues des années 1970, post-68 et même avant 68, eh bien, on avait des Allemands, des Belges, des Suisses, des Néerlandais. Voilà, donc il y a une tendance à une plus grande diversité dans l'ouest de l'Ariège. Néanmoins, et ça, c'est une tendance nationale qu'on a observée dans les territoires ruraux, et je renvoie par exemple à l'article dans Population et Société, le Population et Société coécrit par Pierre Pistre et Julie Fromentin dans le cadre de ce projet. Eh bien, ils ont montré qu'il y a eu une diversification des nationalités dans la plupart des territoires ruraux, donc des EPCI, des intercommunalités rurales. Donc il y a ce mouvement-là, voilà. Et nos deux terrains donc sont assez illustrent finalement des tendances assez différenciées, avec néanmoins ce point commun qui est une ancienne déprise démographique et une faible densité. Si l'on regarde les données SIREN de création d'entreprises, on voit une tendance très marquée, un peu plus ancienne en Ariège et actuellement plus ample dans le Périgord vert, une tendance à beaucoup d'installations dans l'agriculture et en plus particulièrement le maraîchage. Alors pourquoi le maraîchage ? Parce que tout simplement c'est plus facile en termes d'installation, pas peut-être en termes d'exploitation, mais en termes d'installation c'est plus facile puisque ça demande moins de surface que l'élevage, par exemple. Donc, l'accès à la terre est plus simple. Pour être maraîcher, on ne doit pas passer par la formation des jeunes agriculteurs. Donc, il n'y a pas de diplôme requis pour s'installer dans le maraîchage. Et donc, voilà, ça explique en grande partie cette tendance à, en tout cas, une prédominance du maraîchage dans les installations des lifestyle farmers que l'on a rencontrés, même si Camille nous montrera des exemples d'installations dans l'élevage. Donc on est dans un phénomène, pour ce qui est des lifestyle farmers, plutôt récent dans le Périgord vert, récent en Ariège concernant le maraîchage, mais dès les années 70, on avait des Allemands, des Belges, etc., qui vendaient du fromage de chèvre. Donc on était dans quelque chose, ces installations d'agriculture sont plus anciennes dans ce terrain. Alors notre travail, il a fait émerger 3 types de privilèges qu'on aimerait questionner. Le premier, c'est le privilège qui est lié à la nationalité des migrants, qui implique toute une série de différentiels qui sont exploités plus ou moins dans le territoire d'accueil. Le deuxième type de privilège, ce sont les privilèges qui sont acquis ou hérités du milieu social d'origine. Et puis le dernier privilège, c'est le privilège perçu, qui est celui de se sentir privilégié, de pouvoir choisir un mode de vie ralenti, un mode de vie plus frugal, de choisir la précarisation pour améliorer sa qualité de vie à d'autres niveaux. Donc ces 3 privilèges se combinent et on va les combiner à travers 2 résultats principaux. Donc le premier résultat, tu peux la diapo d'avant, c'est que l'installation en agriculture, elle permet d'atteindre cette qualité de vie qui est recherchée dans la migration d'aménité, avantage qui vient compenser la fragilisation, voire l'abandon de certains privilèges qui est occasionné par l'installation en agriculture. Le premier type de privilège qu'on va développer, c'est le privilège qui est lié à la nationalité et surtout qui se traduit par la possibilité de mobiliser des capitaux économiques pour s'installer dans les espaces ruraux français et pour accomplir un projet d'installation en agriculture. C'est-à-dire que nos enquêtés, clairement, exploitent des différentiels de revenus
et de niveau de vie entre leur pays d'origine et les espaces ruraux français, en premier lieu pour financer un achat immobilier. Ça se traduit par la capacité à payer le logement. Exemple d'Hervé et Julie qui sont installés en Ariège, un couple de Suisses, et dont l'écodomaine qu'ils veulent acheter en Ariège coûte 2 fois moins cher que la maison qu'ils ont ensuite en Suisse. De la même manière, on a rencontré Julien en Ariège, ancien cadre suisse, qui se plaignait de ne plus avoir de vie de famille et qui s'est installé en Ariège avec sa femme et sa fille en 2014 et qui fait des saisons sur les chantiers d'autoroute en Suisse 2 mois l'été, ce qui lui permet de viabiliser son projet de valorisation de son domaine. Ce privilège lié au différentiel de niveau de vie, il est redoublé ou accentué par le contexte des territoires d'accueil qui présentent de réelles opportunités foncières et immobilières, du fait de cette déprise démographique dont vous a parlé Christophe, du fait aussi de la déprise agricole qui rendent les biens disponibles. Généralement, les installations maraîchères, elles se font sur des petits terrains autour d'une maison qui est toujours la chose qui est recherchée en premier, avoir une maison pour sa famille et puis 2-3 hectares autour sur lesquels on va pouvoir déployer une activité maraîchère en Dordogne. C'est bien là, il y en a plein, ça coûte autour de 100 000 €. Et pour des personnes qui viennent de régions très urbanisées, qui ont revendu leur maison dans la région de Bruxelles, d'Amsterdam, etc., en fait, ils ont largement les moyens d'acheter ce genre de bien qui est encore une fois disponible dans les régions d'accueil. La faible densité, la disponibilité de fermes à coût abordable, c'est aussi le motif récurrent pour 2 couples de Suisses qui se sont installés en Ariège, notamment Roberto, arrivé en 88, que vous avez sur la photo, et qui dit « La Suisse s'est saturée, c'était déjà foutu à l'époque, alors qu'on voyait l'Ariège comme un espace pionnier où tout pouvait être créé. » Donc ces déserts ruraux de moyenne montagne, en fait, ils sont attractifs pour ce genre de projet. Le deuxième type de privilèges qui est mobilisé, c'est les privilèges qui sont hérités de la vie professionnelle antérieure et qui sont mobilisés dans le projet agricole. Puisque ces lifestyle farmers, ils ont quasiment tous en commun d'avoir eu une vie professionnelle antérieure. Et pour eux, l'agriculture, c'est une reconversion professionnelle. Et par exemple, donc ce sont des personnes qui sont diplômées du supérieur, qui ont des fois des diplômes dans des domaines environnementaux. C'est ce qu'on appelle en agriculture les hors cadres familiales, c'est-à-dire qui n'ont pas d'héritage de patrimoine agricole dans leur famille et qui se lancent sans compétences agricoles. Et justement, ces compétences héritées de la vie professionnelle antérieure en matière de communication, de maîtrise des NTIC, des compétences en gestion, etc., eh bien, ça permet de compenser cette absence de compétences agricoles. Exemple de ce couple que vous avez en photo, Bernard et Bénédicte, qui sont un couple de cinquantenaires belges installés dans le Périgord vert. Et en fait, Bernard dit, donc c'était, elle travaillait dans une entreprise pour les normes environnementales en Belgique, et lui, il est consultant pour une boîte américaine domiciliée en Belgique, du coup, qui peut faire du télétravail en restant en Dordogne. Et il dit, on ne passe pas d'un monde à un autre, on est multimonde. On a eu une première vie et elle nous sert. Pour moi, ce n'est pas un changement de vie, c'est la même vie. Donc, encore une fois, ces compétences héritées, elles se traduisent par une gestion des exploitations où il y a plein de tableaux Excel à chaque fois pour organiser les planches de culture, ce que vous avez sur la photo. Et puis, dernière idée, c'est que l'installation en agriculture, elle provoque une fragilisation des privilèges, voire une précarisation des conditions de vie. Mais nous, on aimerait montrer que cette précarisation, elle n'est pas interprétée comme un déclassement, mais comme quelque chose qui est recherché dans le cadre d'un processus de downshifting. Cette précarisation, elle est d'abord financière, puisque cette reconversion professionnelle, elle implique une perte de revenus. Ce qui se voit, par exemple, à travers le fait de ne pas pouvoir se dégager de salaire par son activité agricole, qu'on investit dans l'activité agricole grâce à un revenu du conjoint qui est maintenu grâce à une autre activité salariée, ou alors des personnes qui s'installent aussi en agriculture grâce au RSA. Cette prise de risque, donc, elle peut être contrebalancée par le maintien d'une activité non agricole par le conjoint qui va apporter des revenus sécurisés. Exemple de Bernard, dans ce couple, Bernard et Bénédicte, qui a gardé un emploi comme consultant. Et clairement, c'est grâce à son revenu que Bénédicte peut investir dans son exploitation, qui n'est pas une exploitation d'ailleurs, qui a le statut de loi 1901, d'association loi 1901, parce que les revenus dégagés sont trop faibles et que son exploitation est trop petite pour pouvoir être considérée comme professionnelle.
Cet abandon des privilèges, il n'est pas à interpréter comme une dégradation des conditions économiques, parce que c'est interprété par les lifestyle farmers eux-mêmes comme le corollaire nécessaire d'un ralentissement du rythme de vie qui est souhaité et qui est permis par l'installation en agriculture en France. Et donc c'est à la fois le prix à payer pour ralentir, mais en même temps une manière d'inscrire ces pratiques dans la transition environnementale et écologique des espaces ruraux, donc de participer à ce mouvement de développement durable des espaces ruraux. Alors en quoi ces lifestyle farmers sont bien des downshifters ? Ça se voit à travers les motivations d'installation. Tu peux passer. La motivation première, c'est d'atteindre l'autonomie. Alors Christophe développera rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est d'inscrire son projet agricole dans la recherche d'autonomie, ce que montrent ces photos. Par exemple, les photos de gauche, c'est une exploitation agricole d'un couple de maraîchers de jeunes, Pierre-Yves et Sophie, en Dordogne, où en fait, c'est une exploitation maraîchère, donc ils commercialisent tout ce qui est issu du maraîchage. Par contre, ils ont aussi un petit élevage de chèvres, mais c'est pour eux, parce que Sophie, elle dit qu'elle est très mal à l'aise sur le fait de commercialiser des produits issus des animaux. Et donc, elle a des chèvres dont elle consomme le lait, elle fait son fromage, mais elle ne le vend pas, c'est pour son autoconsommation. L'autonomie, elle se traduit aussi par des formes d'attitude anti-système. Je ne vais pas développer sur ça. Et puis, autre motivation, c'est effectivement de ralentir au travail. Tu peux passer. De rechercher des formes de liberté que permet l'agriculture. Ce que traduit ces citations, que je n'ai pas le temps de lire, mais vous les avez affichées, puisqu'avec l'agriculture, on est son propre patron, on n'a pas d'horaire, et ça permet, c'est une activité qui est vue comme redonnant du sens en fait, à son activité professionnelle. Prendre soin des animaux, prendre soin du vivant, c'est une manière de se détacher de la société de consommation aussi, qui est décriée par ces individus. Et donc, ces motivations expliquent que l'agriculture, elle est toujours pratiquée en mode de production biologique, voire biodynamique, voire maraîchage sur sol vivant et toutes les pratiques de permaculture, avec une inscription dans des réseaux locaux, une certification en agriculture biologique et une diversification des exploitations. Donc là, c'est vraiment une contribution à des formes de durabilité en agriculture et dans les espaces ruraux. Merci Camille. Alors je vais conclure par cette diapositive qui essaye un peu de synthétiser finalement tout un ensemble de projets dont Camille a bien montré aussi la diversité, qui sont autant de manières de se projeter, de construire et de mobiliser des capitaux et d'affirmer un certain degré d'autonomie. Et donc, là encore, on revient sur cette idée que le privilège correspond finalement à un ensemble de capacités qui s'affirment par rapport à des objectifs, et ces objectifs qui peuvent avoir aussi une portée sociale différente. Et pour résumer, quelque part, on peut situer les différentes expériences que l'on a rencontrées à travers les individus enquêtés et les groupes enquêtés autour de 4 polarités, on pourrait le dire comme ça. Et à l'intérieur, on voit de ces polarités, on voit dans cet espace-là, finalement, un continuum de positions. Et donc, on a à la fois des personnes qui cherchent à édifier, à créer un monde pour eux-mêmes, des personnes qui sont dans une posture de détachement, de dénonciation d'un monde social et de perpétuation d'un mode de vie ancien ou d'un mode de vie dicté par certaines normes, je pense à la biodynamie en particulier. Et rarement on a vu de cas de manière de se projeter unique. On est souvent dans la combinaison de ces différents modes de projection. Et quelque part, par exemple, là, si je parle du Cap de la Goutte, puisque là, on a des Roberto et Véronica qui ont créé leur monde du Cap de la Goutte, qui n'est pas si ancien que ça,
même si Roberto était déjà depuis 20 ans en Ariège, et c'était un des pionniers de la biodynamie, l'école Steiner, eh bien, on voit en haut à gauche, à travers la photo de Céline Gay, une photographe avec qui nous avons travaillé, eh bien, on voit le travail animal, qui fait partie aussi d'une valeur forte, mais quelque part, ça renvoie à une recherche d'autonomie. En bas, on voit à gauche Véronica qui file et tisse et qui fabrique elle-même ses habits et qui vend aussi les habits qu'elle fabrique sur le marché. Puis on voit dans le Cap de la Goutte, dans ce monde du Cap de la Goutte, c'est aussi un lieu de formation, en haut à droite, où passent beaucoup de woofers qui viennent se former à tout un ensemble de pratiques liées à la biodynamie. Donc c'est un lieu de passage très très important, un lieu de formation très très important. Et puis en bas, quelque part, ça illustre cette idée systémique de la biodynamie. Donc là, on est dans une forme d'édification d'un monde sur soi. Et donc, à travers les différents exemples, là, quelque part, pour Roberto et Véronica, on pourrait aussi les associer à une forme de détachement à travers une recherche d'autonomie relativement radicale. Et d'autres formes peuvent être trouvées à travers les différents enquêtés que nous avons rencontrés, mais je n'ai pas le temps ici de les développer. Mais au bout d'un moment, on voit, puisque dans notre enquête, il y a un suivi aussi sur 2-3 ans, on voit le politique arriver. C'est-à-dire que, par exemple, pour ici à gauche, Julie, qui s'est installée, qui est professeure, qui enseigne la médecine tibétaine et qui, dans l'écodomaine du Cap d'El-Pouech, essaie de vivre en relative autonomie, être dans une forme de détachement que la pratique du yoga lui permet, qui, au bout d'un moment, elle s'est inscrite dans le lieu. Au bout de 2 ans, elle a commencé à développer des actions politiques et à militer là sous forme de méditation, c'est-à-dire se poser à côté de la mairie du village où elle réside et rester 1 heure et faire 1 jour par semaine de grève de la faim. C'est une méditation ancrée localement, mais sur des causes qui sont très connectées, des causes qui sont mondiales, et fait partie d'une méditation qui est faite aussi à l'intérieur d'un réseau. Donc on est à la fois dans la combinaison du détachement, mais aussi de la dénonciation du politique qui arrive quelque part toujours au bout d'un certain temps, quand l'ancrage se fait, puisque les relations se font à l'intérieur d'un espace avec beaucoup de différences sociales et de pratiques qui renvoient à des normes parfois antagonistes. Voilà, désolé pour le temps. Merci. Merci beaucoup du coup pour cette présentation. Donc on va rapidement enchaîner avec la suivante. On va rester en France, mais pour repartir plutôt vers Paris, avec du coup le cas des immigrés italiennes dans la restauration. Donc je passe le micro à Martina Vignoli. Aïna là-bas, très bien. Allez, pour PowerPoint. Bonjour, je pense que ça marche, oui. Je me présente tout d'abord, je suis Martina Vignoli, je suis italienne déjà, et mon terrain de recherche, c'est sur les Italiens. J'étais masterante en Master 2 l'année dernière au moment où j'ai participé à l'appel à communication. Je suis aujourd'hui masterante en sociologie des migrations et je suis aujourd'hui, depuis 1 mois, doctorante à l'Université Polytechnique de Hauts-de-France, doctorante en géographie. Je vais vous présenter du coup aujourd'hui une communication qui est tirée de mon travail de mémoire de Master 2
et qui porte en fait sur la place des Italiens dans la hiérarchisation de la main-d'œuvre dans les cas des restaurants italiens à Paris, et cela par l'ethnicisation de leurs compétences. Ouais. Alors, tout d'abord, je voudrais préciser pourquoi j'ai décidé de rentrer sur les terrains par les prismes de l'ethnicité. Et pourquoi j'estime important mobiliser l'ethnicité dans les cas des migrants italiens. Tout d'abord, le concept d'ethnicité, c'est un concept d'origine anglo-américaine, anglo-saxonne, qui est toujours encore très peu employé en contexte européen et donc français. Quand il est fait en contexte européen, quand il est mobilisé, le terme d'ethnicité, il est souvent pour indiquer des minorités immigrées ou des minorités de toute façon d'origine extra-européenne qui posent donc des problèmes d'intégration à la société locale ou autochtone européenne d'un pays donné, et dans ce cas en France. Et du coup, on n'utilise presque plus les concepts d'ethnicité pour se référer à une population migrante d'origine européenne qui migre dans l'espace Schengen, dans ce cas en France, dans l'État français. Et même la population des Italiens qui était auparavant, lors des premières vagues migratoires en Nord-Europe aux États-Unis, était une population racisée qui n'était pas considérée comme une population d'immigrés blancs. Cette racisation est complètement disparue pour ce qui concerne la vague plus contemporaine des dernières années. On parle des 20-30 ans, des reprises de l'immigration et du coup de l'immigration italienne. Et on ne parle plus aujourd'hui ni de racisation ni d'ethnicisation pour se référer aux migrants italiens. Je vais brièvement présenter mon approche à l'ethnicité qui relève du courant constructiviste et courant qui conçoit l'ethnicité comme un processus qui s'est fait au long des rapports sociaux, des relations sociales. Et un processus qui se déroule autour d'une frontière, la frontière ethnique notamment, une frontière qui divise les majoritaires du minoritaire et par laquelle les majoritaires va assigner une spécificité aux minoritaires, dans ce cas aux immigrés, en raison de leur origine commune, et va homogénéiser en fait cette catégorie des minoritaires comme quelque chose qui relève d'un groupe ethnique qui est supposé exister mais qui n'est pas effectivement matériel. Daniel Juteau reprend les concepts, reprend les travaux constructivistes de Frédéric Barthes en France, et elle rajoute aussi un volet interne à cette frontière. En fait, elle parle d'une frontière externe, avoir la frontière dans laquelle c'est le majoritaire, donc les dominants, qui a le pouvoir de désigner les minoritaires, l'ethniciser, et d'une frontière interne dans laquelle en fait, les minoritaires ont des moyens de négocier les signifiés de cette frontière et aussi de s'y appuyer pour des stratégies, par exemple des stratégies économiques, des stratégies d'emploi. Pour différencier la frontière de l'ethnicisation, la frontière ethnique de la frontière raciale, différenciation que j'estime centrale dans ma recherche. Et en fait, les caractères et la forme un peu de la consistance de cette frontière, qui est une frontière beaucoup plus perméable, une frontière mouvante dans le cas de l'ethnicisation, une frontière qui est construite sur des marqueurs culturels et donc des marqueurs qui n'ont presque rien de matériel, qui ne relèvent pas du matériel, mais par exemple la langue ou la culture, des choses qui sont beaucoup plus faciles à transformer et à négocier. Si on le compare à la frontière raciale, qui est une frontière assez stable, figée,
puisqu'elle se base sur des caractéristiques biologiques plutôt, et qui ne sont pas supposées changer. Et du coup, les pouvoirs du minoritaire dans les rapports inégaux des forces de la frontière raciale, dans la racialisation, est mineur de celui de l'ethnicisé. Cela ne veut pas pourtant dire que la frontière raciale serait une frontière réelle, ni que le soit la frontière ethnique. Faut tenir compte que les deux, il s'agit de deux frontières qui sont des constructions sociales, des artifices politiques souvent employés en contexte coloniaux ou en contexte d'immigration. Et qui ont lieu dans une relation ou des rapports des pouvoirs qui sont inégaux. Venons au pourquoi du privilège des Italiens dans la migration intra-européenne. Tout d'abord, moi j'ai repéré 3 privilèges que j'estime importants pour cette population. Et le premier, c'est un privilège assez objectif qui relève de leur statut juridique. Les Italiens, ils sont des citoyens européens parce qu'ils ont acquis, grâce au traité de Schengen, qui ont institué la citoyenneté européenne, un accès automatique à cette citoyenneté européenne par leur citoyenneté de l'État, leur citoyenneté nationale italienne. Donc, d'un État membre de l'Union européenne. Grâce à ce statut juridique, les Italiens, ils ont un accès aux droits des séjours et aussi aux droits et au permis de travail dans l'espace Schengen, qui les différencie beaucoup des immigrés qui viennent de l'espace extra-européen. C'est une population qui est d'abord très visibilisée en tant que population privilégiée. En fait, les Italiens, ils constituent la première nationalité des chercheurs étrangers au CNRS. Ils étaient, là j'ai des données un peu vieillottes de 2011, ils étaient les plus qualifiés parmi les immigrés en France. Et du coup, la visibilisation de cette partie de la population migrante italienne qui est employée dans le secteur de la recherche, de l'enseignement supérieur. Par exemple, 27% en 2017, 27% des Italiens résidant en région parisienne, ils étaient occupés justement dans la recherche. Et cette proportion va un peu invisibiliser les 16% d'immigrants italiens qui étaient pourtant occupés dans des secteurs comme les commerces et l'hôtellerie-restauration. Ces secteurs en particulier constituent, à mon avis, un autre accès privilégié à l'insertion professionnelle en région parisienne. Parce qu'il existe des filières ethniques dans la restauration, en particulier dans la restauration italienne, filières qui sont caractérisées par deux éléments de concept que j'ai empruntés d'autres auteurs et que j'ai appliqués à ma recherche. Le premier, c'est celui des compétences ethnicisées, qui avait été développé par Schippers, et les compétences ethnicisées sont des compétences qui ne sont pas réelles, mais qui sont supposées en raison de l'origine du candidat, malgré cette non-réalité, malgré ces compétences, elles ne soient pas prouvées, elles vont rentrer sont prises en compte dans le processus des recrutements. Deuxième élément, ce sont les hiérarchies ethniques qui avaient été étudiées par Nicolas Jounan dans le contexte des chantiers du BTP. Avoir une hiérarchisation de la main-d'œuvre au sein du chantier, comme dans mon cas, au sein du restaurant, de la structure, qui est ordonnée selon l'ethnicité ou la racialité des salariés. La méthodologie que j'ai employée, c'est une méthodologie qualitative
Je voudrais préciser que mon terrain a eu lieu en 2020, début 2020. Du coup, il a été arrêté par le premier confinement et j'ai dû finir mon terrain via Skype. J'ai réalisé 15 entretiens. J'en avais prévu beaucoup plus, mais de la durée d'une heure et demie avec des jeunes Italiens âgés entre 22 et 34 ans, arrivés en région parisienne entre 2013 et 2019 et surtout des jeunes qui ont effectué leur insertion professionnelle dans les marchés parisiens, dans des restaurants italiens. Alors, ce qui est ressorti un peu de mon travail de mémoire, ce sont trois gros résultats, macro-résultats. Les premiers qui va un peu confuter la théorie qui dérive des statistiques un peu quantitatives, voir que l'augmentation du nombre des arrivées de l'Italie en France a eu lieu en conséquence de la crise économique de 2008-2009. Ce que j'ai constaté dans ma recherche, c'est qu'en fait, ce n'est pas la crise. La crise a exacerbé une situation en fait qui a lieu en Italie depuis la fin des années 90. Une situation à avoir des déstructurations des droits du travail dans la législation italienne, avec une augmentation des contrats précaires au dépit des contrats à temps indéterminé qui étaient plus caractéristiques des générations comme celle de mes parents ou les générations nées entre les années 50 et 60. Donc, une précarité professionnelle qui a des effets matériaux sur les parcours de vie de ces jeunes Italiennes qui n'ont pas accès par exemple, à la propriété foncière de maison et donc un moyen d'émancipation et d'indépendance vis-à-vis de leur famille. Et l'absence aussi d'un salaire minimum en Italie est quelque chose qui différencie beaucoup ce marché du marché français parce que en fait il existe des salaires minimales qui sont réglés par les conventions nationales de certains secteurs, mais ce n'est pas le cas du secteur de la restauration où il reste encore beaucoup de travail en noir et où les salaires ils sont considérablement plus bas qu'en France. Comme le raconte Sarah, serveuse, je ne sais pas si je peux zoomer, oui. Elle me dit que j'ai gagné 1 300 €. Là, elle me parle de son premier emploi à Paris. Elle dit, j'ai gagné 1 300 €, mais ça me semblait tellement beaucoup. Je me disais, je viens d'arriver. C'est mon premier emploi. Je n'avais jamais gagné 1 300 € auparavant. Du coup, elle m'exprime son étonnement vis-à-vis des salaires qu'elle a rencontrés en France. Il s'agit d'un salaire, d'un SMIC dans la restauration, 1 300 €, qui est relativisé par rapport au marché du travail auquel elle a été socialisée en Italie et qui le fait apparaître comme un bon salaire à ses yeux. Deuxième aspect, c'est l'essentialisation des employés italiens et français. En fait, cette normalisation des conditions de travail en Italie, des conditions précaires, influence beaucoup l'attitude au travail des employés italiens et qui sont portés aussi à se comparer, à se confronter aux attitudes des employés français. Les premiers mots, les mots qui sont les plus nommés dans mes entretiens a été la flexibilité. Les Italiens, ils se disent beaucoup plus flexibles que leurs collègues français. Et surtout, ils font cette flexibilité
n'est pas le contraire d'une rigidité, mais plutôt un synonyme de motivation. Du coup, être flexible, être disponible à rester plus de temps au travail, être disponible à accepter des conditions de travail qui ne sont en fait pas légales, est considéré comme une démonstration de sa propre motivation au travail. Cela, c'est l'attachement à l'emploi qui est quelque chose qui caractérise les employés précaires, et aussi un autre aspect qui différencie les Italiens des Français. Et cela va avoir des effets aussi sur la mobilité, qu'un employé italien n'est pas forcément porté à demander ou à prétendre de son employeur, mais qui relève plutôt de la bienveillance de l'employeur et de sa considération positive de l'employé. Du coup, un employé italien, dans les cas, après j'ai des verbatim aussi que je peux lire, mais pas maintenant. Et en fait, un employé italien, s'il demande une augmentation salariale et ça ne lui est pas accordé, il va quand même rester, il ne va pas chercher des conditions meilleures ailleurs. Dernier point, et point central, est du coup la composition ethnique qui va constituer les hiérarchies ethniques dans la structure du restaurant. Il faut savoir que ces restaurants, ils marchent un peu comme des centres de cérémonie dans lesquels les employés sont appelés à faire un travail productif, mais aussi un travail de représentation, notamment des représentations des stéréotypes liés aux Italiens. Du coup, c'est très apprécié, par exemple, le fait de parler en italien entre collègues, et cela même dans les cas où le patron, il n'est pas l'employeur, il n'est pas italien. Du coup, il ne va pas comprendre qu'est-ce qu'ils se disent les collègues, mais c'est très apprécié vis-à-vis des clients qui vont voir qu'il y a des vrais Italiens, en fait, dans les restaurants. Du coup, les Italiens, au lieu de participer à l'authenticité objective, du coup, à la préparation des plats et des nourritures qui soient authentiques ou traditionnels italiens, ils sont plutôt appelés à performer l'italianité et à performer l'authenticité, du coup, symbolique. Et ils sont plutôt placés dans des postes de la salle, des postes qui sont au contact avec la clientèle. Au contraire, les immigrés racisés, en particulier, les autres immigrés qui sont employés à côté des Italiens dans ce restaurant, ils sont choisis pour occuper des postes subalternes, des postes qui sont justement plutôt dans la cuisine, donc cachés aux clients, mais qui sont en vrai des postes de production, parce qu'on retrouve beaucoup des Sri Lankais, par exemple, employés dans les cuisines, mais dirigés par des responsables italiens. Du coup, on va souvent trouver un chef cuisinier italien, un pizzaiolo italien qui va donner les directives un peu à ces autres employés qui sont une vraie main-d'œuvre censée reproduire les produits italiens. Comme raconte Beatrice, serveuse, elle me dit « Nous étions tous italiens, sauf les gens dans la cuisine, qui venaient du Sri Lanka. C'est là que j'ai eu des problèmes avec mon employeur, qui les traitait comme des animaux pour les payer 200 € de moins. » En fait, elle montre comme ce choix d'employer des racisés et de les préférer aussi aux Italiens relève des logiques de rationalisation du coût de la main-d'œuvre. Du coup, ce qui s'est réalisé, c'est une hiérarchie ethnique dans laquelle les Français, ils sont au sommet. En fait, ils disent... il y a un pâtissière qui me dit que les Français, ils sont toujours dans des postes de responsables, ils sont ceux qui ont les plus de possibilités de mobilité. Pour suivre la logique de la réduction du coût de la main-d'œuvre, des Italiens sont employés et sont
employés en raison de la considération qu'on a d'eux comme des employés dociles, des employés qui acceptent des conditions que les Français n'accepteraient pas. Et pour réduire encore les coûts d'un Italien qui est quand même un coût apparemment important, un SMIC, on va chercher des employés ex-européens qui ont du coup un rapport au travail différent parce que pour eux, c'est une nécessité dans les cas s'ils ont un titre de séjour travailleur. Et du coup, les employés dans les postes subalternes et dans les postes que, en fait, là, les Italiens, ils n'accepteraient pas. Pourquoi les Italiens, en fait, ils n'accepteraient pas certains postes? Parce que les Italiens, ils ont intériorisé cette supériorité qui leur est accordée par rapport aux autres immigrés, ce privilège. Et ils ont intériorisé leurs compétences ethniques, comme par exemple Giovanni qui affirme qu'un cuisinier sri-lankais, tu peux le substituer. Un chef cuisinier italien, non. Du coup, lui, il se sent un peu comme une pointe quelque chose de très, très apprécié dans son... Un employé très apprécié dans son entourage et un employé qui est essentiel, en fait, à la structure du restaurant où il travaille. Cette intériorisation participe aussi de la reproduction de la division de la main-d'œuvre, qui est utile aux intérêts économiques du coup, de l'entreprise. Et les employeurs, ils ont intérêt à garder cette division et cette hiérarchie ethnique pour éviter, surtout en premier lieu, la solidarité entre salariés, mais aussi pour maintenir des réserves des main-d'œuvre qui leur sont utiles. Moi, j'ai fini. Je vous remercie. Merci beaucoup, Martina, pour cette présentation. Très riche. Du coup, on va passer à la présentation suivante du coup de Elodie Hutt. Là, qui va parler des migrants du sud européen qui migrent plutôt vers à Bruxelles, et en particulier le cas des Grecs et des Italiens. Encore. Voilà. Voilà. Donc, bonjour, vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs du colloque. Donc, ma communication aujourd'hui porte sur le processus d'auto-identification de migrants privilégiés. Pardon, je mets mon... Voilà. Sur le processus d'auto-identification de migrants privilégiés résidant à Bruxelles et ses effets sur la production d'un sentiment d'empathie à l'égard d'autres migrants défavorisés à Bruxelles, mais aussi dans les pays d'origine qui sont considérés. Donc, mon travail s'inscrit plus généralement dans le cadre d'une... cette communication s'inscrit dans le cadre d'une thèse doctorale que je mène et qui s'interroge sur la manière dont les expériences et les perceptions de migrants privilégiés originaires d'Italie, de Grèce et de Turquie influencent en quelque sorte leur discours et leurs pratiques de solidarité, mais aussi d'altérisation, d'exclusion à l'égard d'autres populations migrantes. Donc, en termes de justification de ce sujet, de l'angle d'approche, j'ai choisi l'Italie, la Grèce et la Turquie parce qu'il s'agit à la fois d'importants pays d'immigration, mais aussi d'émigration. Du point de vue de l'immigration, on voit que c'est une question qui est
historiquement très importante, mais qui a été exacerbée, en tout cas dans les discours et les politiques, notamment du fait de la crise de réception des réfugiés en 2015-2016, avec la question des hotspots dans les îles grecques ou en Sicile, mais aussi la signature de l'accord d'externalisation des politiques migratoires européennes à la Turquie, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de très récent, mais voilà, du fait de leur position géographique en étant en quelque sorte les portes d'entrée de l'Europe, on voit que l'Italie, la Grèce et la Turquie ont toujours été, ont très longuement été au cœur de ces débats sur les migrations internationales. Mais il s'agit aussi de pays qui ont qui ont produit beaucoup d'émigration, notamment en direction de l'Europe du Nord, de l'Europe de l'Ouest, et notamment dans le contexte belge et bruxellois, c'est quelque chose de très important. Donc, on voit dans le graphique à gauche que donc c'est la répartition de la population totale de nationalité étrangère à Bruxelles. Donc, les cercles jaunes représentent la part de la population turque, italienne et grecque. Et donc, on se rend bien compte qu'elles font partie vraiment du top 10 des populations étrangères à Bruxelles, avec les Français en première position d'ailleurs. Et donc voilà, Bruxelles, c'est aussi un peu un symbole de super diversité. Donc, c'est une ville très cosmopolite dans laquelle on voit bien qu'on retrouve énormément de populations européennes, mais aussi extra-européennes. Et donc, l'angle de la migration privilégiée, qui fait vraiment partie intégrante de mon travail, il me permet de souligner en fait certains processus de catégorisation subjectifs des migrants internationaux, mais aussi elle permet de mettre en lumière l'intersectionnalité des dynamiques de classe, de race, de nationalité, de genre, etc., dans les rapports entre populations migrantes. En termes par rapport aux concepts et aux théories qui me guident dans mon étude, il y a notamment la théorie des identités sociales qui sont liées aux théories du contact et du conflit intergroupe en psychologie sociale. Il y a aussi le concept de superdiversité, comme je le mentionnais, qui a été développé par Steven Vertovec et qui est aussi fortement lié au concept de transnationalisme et au concept lié de transnationalisme politique ou de remise sociale, donc ce qu'on appelle les social remittances, par exemple. En termes de méthodologie, c'est une approche essentiellement qualitative. Donc j'ai pour ambition de réaliser 60 entretiens approfondis, une vingtaine par nationalité. Jusqu'à présent, j'en ai réalisé 43, 19 avec des Italiens, 15 avec des Grecs et 9 avec des Turcs. Et donc, en termes de critères de sélection, les enquêtés résident dans la région de Bruxelles-Capitale, donc dans l'une des 19 communes de la région, ou bien sont fortement liés à la région parce qu'ils y travaillent, par exemple. Ils ont donc la citoyenneté grecque, italienne et turque, et je précise qu'on a aussi des binationaux dans l'échantillon. Et donc, ils ont aussi pour point commun de travailler dans une organisation italienne, grecque ou turque dans le domaine des affaires publiques, commerciales ou culturelles. Donc, ça peut être le fait de travailler dans une délégation régionale ou nationale auprès d'une représentation de l'Union européenne ou de l'OTAN, par exemple. Ça peut être un institut culturel, une chambre de commerce, des think tanks à vocation on va dire nationale, et ce genre d'institutions ou d'organisations. Et donc, en termes de durée de séjour, je n'ai pas imposé de limite. C'est-à-dire qu'il y a autant de personnes qui sont là depuis moins de 5 ans que de personnes qui sont là depuis des durées beaucoup plus longues, supérieures à 10 ans. Donc voilà, je pense que aussi un point important à préciser par rapport à ma propre positionnalité, c'est que je me perçois personnellement comme une migrante privilégiée, et c'est quelque chose qui m'a un peu aussi inspirée dans mes questionnements, puisque voilà, j'ai passé donc 29 ans de ma vie à l'étranger. Je suis citoyenne européenne, j'ai une double nationalité qui m'a vraiment jamais qui m'a toujours facilité, on va dire, la vie. Et donc, c'est quelque chose, en tout cas, des questionnements qui
qui me sont très personnelles. Donc voilà, je pensais que c'était important de préciser ça. Donc pour cette communication, j'ai décidé de me focaliser sur la question de savoir comment donc, le processus d'auto-identification de migrants privilégiés produisait de l'empathie et de la solidarité à l'égard de migrants qui sont plus désavantagés sur un plan socio-économique. Comme les entretiens sont encore en cours, l'analyse des entretiens est encore en cours, j'ai décidé de me focaliser uniquement sur les échantillons d'Italiens et de Grecs. Donc 32 entretiens qui sont également répartis en termes d'âge, de durée de séjour. Il y a davantage d'hommes, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler pour améliorer l'équilibre à l'avenir dans mon échantillon. Donc voilà, la première question, enfin l'une des premières questions que j'aurais posées, c'était voilà, de savoir s'ils s'identifiaient en tant que migrants, pas en tant que migrants privilégiés, mais vraiment en tant que migrants. Et voilà, j'ai eu très rarement des réponses très oui ou non. C'est-à-dire que c'était souvent des réponses ambivalentes, très variées. On me disait oui, je me sens comme migrant, mais, ou bien non, je ne me ressens pas comme migrant, mais. Et donc il y a 4 grands arguments qui sont revenus de manière assez récurrente dans les entretiens. Le premier, qui a notamment été mentionné lors de la présentation précédente, c'était le fait de s'identifier comme citoyen européen. Et donc ça justifiait le fait que beaucoup d'enquêtés ne se ressentaient pas comme migrants du fait de cette citoyenneté européenne. Donc on a le cas de Pietro, un Italien de 27 ans, qui justement m'explique que pour lui, c'était plus une forme de migration interne. C'est comme si quelqu'un du Texas allait travailler à New York ou à Washington, D.C. Donc c'est l'un des exemples. Enfin, selon lui, ça se rapprochait à cela. Un autre argument récurrent, qui est relatif, encore une fois, à cette notion de superdiversité, c'est que la plupart beaucoup d'enquêtés, en tout cas, se ressentaient comme des étrangers parmi les étrangers. Du fait de ce caractère extrêmement multiculturel et international de la ville, eh bien pour eux, ça diluait en quelque sorte leur propre identité nationale, leur propre identité en tant que migrants. Et donc pour eux, ça contribue à réduire un peu ce sentiment d'être migrant. Et ce qui est intéressant, c'est beaucoup d'enquêtés avaient vécu dans d'autres pays comme la France, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, par exemple, et que selon eux, leur situation en Allemagne, en Italie, en France ou au Royaume-Uni avait été complètement différente parce que dans ces pays, ils se sentaient comme étrangers parce qu'il y avait une identité nationale qui était beaucoup plus forte et qui leur était rappelée de manière assez constante. Donc un autre argument, c'était le fait de ne pas se sentir migrant parce qu'ils se sentaient intégrés. Ça, c'était quelque chose que j'ai retrouvé énormément parmi les enquêtés grecs. Et à contrario, j'ai aussi le cas d'une Italienne qui expliquait qu'elle se sentait migrante parce qu'elle ne se sentait pas intégrée, parce qu'elle ne parlait pas français, et donc ça lui rendait la vie un peu plus difficile, et que de ce fait, elle se sentait migrante. Il y a aussi le critère de l'absence de contrainte dans la décision de migrer, qui était un argument assez récurrent. Donc, beaucoup d'enquêtés expliquaient que voilà, ils n'étaient pas migrants parce qu'ils n'avaient pas migré par nécessité, par exemple, mais pour poursuivre une opportunité à un moment donné de leur parcours. On en a certains qui s'identifiaient clairement comme migrants économiques, par contre, mais encore une fois, parce qu'ils avaient choisi d'améliorer leurs propres circonstances ou celles de leur famille. Et malgré tout, nombreux ont été ceux qui ont reconnu leurs privilèges. Donc, ils ont assez spontanément utilisé des expressions, donc sans que je les interroge là-dessus, mais certains s'auto-identifiaient par exemple comme migrants privilégiés, comme migrants de luxe, comme des migrants chanceux, parfois comme des expats ou des migrants qualifiés. Et donc, ils estimaient que ce privilège était basé à la fois sur des avantages symboliques, mais aussi matériels. Donc, que ce soit le niveau de revenu dans certains cas, mais aussi des avantages comme, voilà, je l'ai dit, le fait d'avoir la citoyenneté européenne,
et de bénéficier d'une certaine liberté de circulation, de disposer d'un certain capital culturel, d'un certain statut social, et certains reconnaissaient aussi le rôle de leur blanchité dans leurs privilèges. Donc je pense que aussi le fait de ne pas être constamment rappelé de son statut de migrant, ça consiste aussi à un autre privilège dans le cas de nos enquêtés. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils se sont aussi beaucoup situés par rapport à d'autres vagues de migrants italiens et grecs. Et ils ont notamment rappelé les situations de discrimination qui avaient été celles de migrants italiens arrivés en Belgique après la guerre, ou bien les déplacements forcés de populations grecques à travers le XXe siècle, que ce soit durant les guerres mondiales, mais aussi durant la guerre civile grecque. Et donc ça servait en fait en quelque sorte à souligner la similitude des différentes expériences migratoires à travers le temps et l'espace. Et puis ça leur servait aussi parfois d'appeler à davantage de solidarité avec des migrants, des populations migrantes qui sont aujourd'hui en position, qui sont aujourd'hui marginalisées. Et ça leur permettait parfois de dénoncer un peu le deux poids deux mesures qui conduisait certains de leurs compatriotes à se percevoir comme plus légitimes à être en Belgique et à y rester. Donc on a Angeliki, une grecque de 31 ans, qui explique mais effectivement, les gens disent « ça ne sert à rien qu'ils viennent, ils devraient rester chez eux ». Et je dis « ben oui, mais chez eux, il y a des bombes, donc c'est facile à dire ». Et quand c'est des Grecs qui me disent ça ici, en Belgique, je leur dis « mais toi, tu es ici, et nous, on est ici pour une meilleure vie ». Et ils me disent « oui, mais nous, on participe à l'économie ». Et moi, je dis « oui, mais eux ne demandent que ça, de venir ici et de s'intégrer au tissu social, comme on dit. Mais on ne leur donne pas l'occasion ». Donc certains ont aussi fait référence au parcours migratoire de membres de leur propre famille. Donc on a Ioannis, un grec de 25 ans, qui explique que ses grands-parents se sont réfugiés en Grèce et ont fui Smyrne, donc l'ancien nom de la ville d'Izmir en Turquie, donc en 1922. Stella avait des grands-mères immigrées de Slovénie. Raffaele était un Turinois dont les parents étaient originaires du sud de l'Italie, donc un cas de migration interne aussi. Et une grecque de 55 ans m'explique que voilà, ses grands-parents ont fait tout un parcours depuis l'Azerbaïdjan jusqu'en Grèce, et notamment un parcours qui a été fait de discrimination. Elle m'explique que grâce à toutes les histoires qu'on lui a racontées, ils n'ont pas été accueillis à bras ouverts. Mon arrière-grand-père disait « Quand nous étions là-bas, en Azerbaïdjan, ils nous appelaient les Grecs. Quand nous sommes arrivés en Grèce, nous sommes devenus les Turcs, les Russes, les Cosaques, ou je ne sais quoi. Mais pas les Grecs, malheureusement. » Donc voilà, cette auto-identification en tant que migrant, privilégiée ou non, elle a différents effets. L'un des premiers effets, je pense que c'est déjà de normaliser en fait, le fait migratoire, plutôt que de le présenter comme quelque chose d'exceptionnel, comme quelque chose à craindre, ou quelque chose de forcément négatif, puisque eux se voient comme des migrants aussi plus valorisés sur le plan socio-économique. Ça permet aussi de mettre en valeur l'universalité des aspirations des personnes migrantes, quelle que soit leur origine nationale ou sociale, et puis aussi de leurs droits humains. Et le fait de s'auto-identifier comme migrant économique, qui est un terme assez connoté dans les débats publics ou médiatiques, eh bien, ça permet aussi d'une certaine manière de normaliser les discours sur les formes de migration plus volontaires. Puisqu'on sait que les formes de déplacement forcé sont souvent perçues comme plus légitimes et les gens sont souvent plus à même de vouloir accueillir des personnes qui sont issus de déplacements forcés plutôt que de migration volontaire. Donc, dans certains cas, ils ont pris conscience aussi, à travers leur propre vécu migratoire, de certaines difficultés qui sont universelles à la condition des migrants internationaux. Et ça les a amenés à ressentir une forme de compassion, d'empathie à l'égard des migrants, quelle que soit leur origine.
Donc, ils ont été assez nombreux à parler du fait de devoir quitter ses proches, des difficultés du fait de devoir quitter ses proches, du besoin de s'adapter à un environnement inconnu ou peu familier, mais aussi la création d'un sentiment d'isolement ou d'entre-deux. C'est-à-dire qu'ils ne se sentaient jamais vraiment chez eux, dans leur pays d'origine ou en Belgique parfois. Mais donc, malgré tout, ils reconnaissaient très souvent que leurs privilèges, donc matériels ou symboliques, contribuaient à atténuer ces difficultés. Et donc, on peut estimer que donc, cette réflexivité par rapport à leurs privilèges peut produire de l'empathie. Je vais passer. Je vais juste passer sur... Vous montrez donc le cas d'Angeliki, une Grecque de 31 ans, qui justement a pris conscience de son privilège suite à un incident où un automobiliste avait dit à son père de retourner dans son pays. Donc Angeliki, elle est arrivée en Belgique quand elle avait moins d'1 an, en suivant donc son père et sa mère. Et donc son père en particulier travaillait dans une organisation internationale, mais il n'a jamais appris le français. Et donc, apparemment, un jour, elle me raconte que quand elle était adolescente, quelqu'un a dit à son père de retourner dans son pays parce qu'il l'avait entendu parler anglais et non français. Donc, elle m'explique, j'avais jamais entendu ça avant, en fait. Parce que la Belgique, c'est mon pays, vous voyez. Et puis, je me suis dit, ben oui, pour eux, on parle pas français, on n'est pas belge, on est Dieu sait d'où. Et pendant quelques secondes, je me suis rendu compte de ce que ça faisait pour toutes ces personnes musulmanes qui sont visiblement étrangères. Parce que moi, ça va, je peux passer pour belge, mais une fille musulmane voilée, par exemple, je me suis rendu compte. Ah oui, ok, elle, c'est tout le temps probablement qu'on lui dit « Toi, t'es pas belge ». Et moi, j'ai l'avantage que si je circule dans la rue, personne ne va se dire « Ah, celle-là ». Et j'ai l'avantage aussi de parler français sans accent, autre que belge. Mes parents, par contre, c'est pas le cas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle ne s'identifiait pas comme migrante, mais comme une Grecque qui vient de Belgique. Donc elle était aussi dans une situation d'entre-deux, où elle ne savait pas vraiment d'où elle venait, parce qu'elle avait passé 30 ans de sa vie en Belgique, et qu'elle retournait en Grèce uniquement pour des vacances. Donc voilà, dans certains cas, la reconnaissance du statut de migrant, bien que privilégié, mais aussi l'acquisition de connaissances à travers l'expérience migratoire ou bien de certaines difficultés, ça a conduit certains enquêtés à ressentir une certaine responsabilité, notamment en matière d'influence des mentalités dans le pays d'origine, et de promouvoir donc, des discours un peu plus positifs concernant l'immigration ou les migrants de manière plus générale. Donc on a l'exemple de Flavio, un Italien de 60 ans, qui m'explique « Je pense que le fait d'habiter ici permet de découvrir une vie et une société davantage multiraciale et multiculturelle. Donc le fait de revenir, vous savez, m'a donné l'occasion de communiquer à des personnes vivant à Milan qu'il est possible de vivre dans une ville avec des personnes venant de l'étranger, de partout, sans mauvais sentiments. » Donc, ce n'était pas une majorité, mais c'est vrai que certains reconnaissaient qu'ils avaient une forme de responsabilité en matière de changement de mentalité. Donc, voilà. Pour conclure, comme je l'expliquais, la majorité des réponses concernant l'auto-identification en tant que migrant, privilégié ou non, attestent de la complexité et de la fluidité de ce processus. Puisque voilà, on n'a eu que quelques réponses très tranchées. La plupart étaient très ambivalentes. Et donc, les nombreuses références aux précédentes vagues migratoires italiennes et belges ont vraiment servaient vraiment à souligner la similitude de ces expériences et de ces défis rencontrés par les migrants à travers le temps et l'espace. Donc voilà, la migration était présentée dans ces cas-là comme une expérience universelle, mais les enquêtés étaient quand même nombreux à démontrer une certaine réflexivité par rapport à leur propre situation privilégiée. Mais voilà, on peut dire que la prise de perspective ou la reconnaissance de son propre privilège peut mener à de l'empathie, à des discours, voire des pratiques de solidarité à l'égard de migrants moins privilégiés. C'est quelque chose que j'étudie de manière un peu plus poussée dans ma thèse, mais que je n'ai pas traité ici.
Mais voilà, donc il y a aussi des cas forcément où des répondants ont explicitement cherché à se distinguer de migrants perçus comme moins méritants ou différents. Mais ici, j'ai essayé de m'intéresser plutôt aux cas où l'auto-identification menait à de l'empathie et de la solidarité. Donc je me suis intéressée à un phénomène et une approche en quelque sorte. Voilà, c'est tout. Merci. Donc merci beaucoup du coup pour ces 3 présentations. À chaque fois assez riche d'un point de vue empirique et aussi d'un point de vue théorique, avec une grande diversité là aussi au point de vue des concepts, parce que on a vu un peu la théorie de l'ethnicité, d'autres qui étaient plus sur la relation intergroupe, et puis enfin plus porté sur les lifestyle migration, avec en plus un prolongement un peu vers la sociologie pragmatiste dans la communication de Camille et Christophe. Et puis avec aussi des degrés de privilège qui varient beaucoup, hein, puisqu'on passe tout de même de positions de cadre à des positions plus quand même subalternes dans les restaurants. Donc forcément une grande diversité, mais en même temps il y avait le petit point commun, le point commun en tout cas à cette session, c'était la migration, le caractère intra-européen de ces migrations, où en fait les frontières nationales ont tendance à s'estomper un petit peu, en tout cas du point de vue juridique, de la citoyenneté. Il y a pas les problèmes de reconnaissance de diplômes sont quand même bien moindres, etc. par rapport à d'autres communications qu'on a pu avoir précédemment. Mais pourtant, ça reste, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les 3 communications, il y avait encore quand même une forte structuration nationale quand même des expériences migratoires. Par exemple, alors que ce soit l'image un peu romantisée que se font de la France les Suisses ou les Britanniques quand ils veulent s'y installer, en disant que c'est un moyen de faire une coupure dans leur vie, ou encore forcément la perception de l'ethnicité italienne. Et puis enfin, la réflexivité aussi dans le cas d'Élodie, des migrants sur eux-mêmes en se comparant avec les autres catégories de migrants du point de vue de la nationalité notamment. Bon voilà, j'avais surtout une question pour chacun d'entre vous. Et puis après, je vais essayer de pas... J'en ai beaucoup, je vais peut-être pas tout les dire, et pour laisser de la place aussi aux autres questions, et puis à Nancy qui chargera juste après moi. Alors d'abord, en allant dans l'ordre des communications, donc Camille et Christophe. Alors bon, déjà, juste une remarque sur la présentation qui m'a un peu... J'avais jusqu'ici lu peu de choses finalement sur ces néo-ruraux, donc qui ont une forte médiatisation de manière générale en France, mais sur lesquels j'avais pas eu encore l'occasion de lire énormément de choses. Et donc ce qui a marqué, c'est l'espèce de quasiment d'inversion entre certaines valeurs, manières de vivre, etc. de ces néo-ruraux par rapport aux agriculteurs tels qu'on les retrouve dans les enquêtes un peu classiques en sociologie. Par exemple, cette notion du temps libre. Vos enquêtés arrivent avec l'idée qu'ils vont pouvoir rompre avec leur travail précédent. Vous avez un emploi du temps qui est trop surchargé par le travail, et que là, ils vont pouvoir enfin avoir du temps libre, être libres de mieux maîtriser leur temps, etc. Alors que bon, dans les enquêtes classiques sur les professions, les agriculteurs sont plutôt ceux qui déclarent un temps de travail le plus élevé, qui disent aussi que même que la notion de temps libre n'a quasiment pas de sens pour eux, tellement tout est impliqués dans leur travail quotidien. Ouais, donc ça m'avait un peu marqué en vous lisant. Et du coup, je me demandais aussi un peu la réception finalement qui était faite de ces arrivants dans ces localités. Est-ce qu'ils faisaient l'objet d'un intérêt par leurs voisins, voilà, d'un intérêt d'un côté un peu une curiosité, quelque chose comme ça, ou alors aussi éventuellement des formes d'hostilité plus ou moins larvées. Oui, une autre question aussi, c'est ce que, bon, là, en pensant à certaines analyses géographiques, notamment de la gentrification, donc de Neil Smith, etc., où l'arrivée bon, pas forcément d'étrangers, mais en tout cas de nouvelles catégories de population dans des endroits où le prix du foncier est plutôt bas, procède souvent aussi de stratégies économiques. Est-ce que l'idée qu'on va pouvoir rehausser la valeur foncière ou immobilière de lieu où on s'installe, est-ce que vous avez aussi un peu ça sur vos terrains,
un moment est-ce qu'il y a par exemple de la rénovation de fermes, vous parlez à un moment de la pratique du woofing, donc c'est peut éventuellement être une manière de revaloriser l'immobilier ou le foncier où il s'installe. Voilà. Et puis peut-être une dernière question sur la fin de votre présentation, vous parlez des mobilisations politiques qui prolongent certaines de ces installations. Là aussi, je me demandais en gros quelles étaient les modalités de ce discours spécifique, parce que comment aussi il réussissait finalement à se défendre des accusations des nouveaux arrivants qui tiennent un discours sur comment il faut que le territoire local s'organise sur l'écologie, etc. Alors qu'ils viennent plutôt de milieux non ruraux, de l'étranger, et plutôt de pays même relativement dominants comme la Suisse ou le Royaume-Uni, même par rapport à la France dans une certaine mesure. Et donc voilà, quelles sont leurs stratégies de ce point de vue-là? Je vais m'arrêter là pour ces questions-là. Pour Martina aussi, donc quelques questions pour toi. Donc j'ai beaucoup apprécié aussi ta communication qui montrait bien l'imbrication entre les relations de classe et les relations de race, un peu comme le travail de Nicolas Jounin, mais dans le cadre de la restauration. Et donc c'était très intéressant de voir notamment cette mise en avant des nécessités dans les travaux, dans les métiers les plus visibles comme les serveurs, alors qu'en cuisine, on ne trouvait pas forcément les Italiens parce qu'on considère qu'ils coûtent trop cher. Et du coup, je me demandais... du coup, aussi, à un moment, dans ton introduction, tu parles des efforts ou des stratégies que mettent en place les migrants italiens pour ne pas se retrouver dans des positions professionnelles ségrégées. Et puis finalement, dans ton papier, on se rend compte que quand même, il y en a qui se retrouvent dans ces positions-là malgré tout. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu avais des exemples comme de stratégies qu'ils essayaient de mettre en place pour se défendre un peu de cette assignation professionnelle? Par exemple, tu disais qu'il y a aussi beaucoup d'Italiens qui arrivaient en France avec un haut niveau de qualification, qui faisaient des études supérieures, mais on peut aussi être, par exemple, doctorant en sciences humaines, mais pas être financé, et du coup devoir travailler. Du coup, est-ce que il y avait, par exemple, des stratégies d'inscription dans deux types de carrières? Enfin, voilà, quoi. Je me demande aussi s'il y avait, d'un point de vue la division sexuelle du travail, là aussi, tu avais des observations à faire sur ton terrain entre hommes et femmes, ou est-ce que c'était vraiment centré sur l'ethnicité? Voilà. Bon, j'ai d'autres questions, mais peut-être que je vais continuer pour éventuellement les poser après. Et puis Élodie, donc ce serait intéressant aussi dans notre communication. Ce qui m'a marqué, c'était le fait qu'on avait des migrants, donc comme d'autres communications ont d'ailleurs rappelé, les Italiens et les Grecs, qui ont eu plusieurs vagues d'immigration, et là on est plutôt dans la vague la plus récente. Et une partie de ce processus d'identification que tu mets en avant procède justement du fait qu'ils sont conscients, ils savent qu'il y a eu des générations de migrants qui les ont précédés, et que du coup forcément ils savent que la catégorisation de migrants n'est pas si loin d'eux que ça, quoi, et que du coup ils peuvent d'autant plus s'y identifier un peu plus. Du coup, je me suis demandé aussi si la raison c'est de leur empathie vis-à-vis des autres migrants n'était pas cependant aussi liée à justement le fait que dans cette nouvelle génération de migrants, ils étaient déjà plutôt des catégories socio-professionnelles supérieures. En plus, qu'ils étaient plutôt perçus, ils ont franchi définitivement la barrière de la blanchité. Il y a beaucoup de travaux, notamment d'historiens, qui ont montré ça, en fait, comment les Italiens, plutôt aux États-Unis, mais sont devenus blancs, et notamment justement en mettant à distance, en se distinguant des Afro-Américains, et que du coup, je voulais savoir si justement c'est la possibilité de s'identifier à ces migrants en situation de précarité, venus des pays du Sud, etc., venait pas aussi justement du fait qu'ils se sentaient protégés finalement de ces assignations-là. Voilà. Et je voulais aussi savoir tu avais pu aborder dans tes entretiens la question des pratiques de ces migrants. Est-ce que finalement cette empathie ou cette identification qu'ils ont par rapport aux autres migrants ont pu se prolonger dans des pratiques, par exemple des rencontres avec ces migrants, alors plus ou moins
prolonger, voire éventuellement, je ne sais pas, une participation politique voilà, plus ou moins prolongée. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Et puis, je ne sais pas si vous répondez maintenant ou si je passe la parole à Nancy. Ouais. Merci pour ces questions. Alors, la première question sur l'inversion des valeurs par rapport au temps libre, elle va permettre peut-être de rectifier quelque chose. En fait, ces néos qui s'installent, qui sont étrangers, ils n'ont pas plus de temps libre que les agriculteurs en place. En fait, ils ont beaucoup de travail. Mais par contre, ils acceptent cette charge de travail parce que ça correspond à un mode de vie qui correspond plus à leurs valeurs et que la migration permet d'accomplir. Donc c'est en ça qu'ils sont à la fois à la confluence de ce groupe des lifestyle migrants et des downshifters. Le downshifting, ça ne s'exprime pas par une réduction du temps de travail pour eux, mais par le fait de pouvoir choisir un travail qui est plus lent et de se détacher de cette idée de profit qui entraîne une diminution de leurs revenus. Et ce rapport au temps qu'ils peuvent choisir, et c'est là leur privilège, ça fait partie d'un mode de vie aussi qui intègre une gestion du temps qui va permettre d'intégrer, de passer plus de temps en famille, ce qui se perçoit par exemple à travers les stratégies de scolarisation des enfants, puisque dans un certain nombre des cas qu'on a enquêtés, la scolarisation est faite à la maison et pas dans les écoles, ce qui permet là encore de mieux... c'est pas la motivation principale, mais ça permet de concilier le temps de travail avec le temps de la famille. Sur la deuxième question, comment sont perçus finalement ces nouveaux arrivants par les voisins? Est-ce qu'ils sont plutôt intéressés, plutôt hostiles? En Dordogne, il y a plutôt une indifférence, je dirais, dans la mesure où ces agriculteurs ne s'installent pas de manière concentrée dans des endroits qui sont assez diffus sur le territoire et que par ailleurs, ce sont des personnes qui participent à une économie, qui sont inscrites dans des circuits locaux, qui contribuent à dynamiser les territoires au niveau de la vente directe, les marchés. C'est des personnes qu'on voit beaucoup et qui participent à cette économie du territoire dans le sens d'une relocalisation. Et ça, du coup, c'est un peu comme... ils surfent sur la vague de ces installations en bio qui sont aussi inscrits dans ces processus-là. Et en ça, ils ne sont pas différents des néos en général, quelle que soit leur nationalité, qui s'installent dans ces espaces. Donc cette question, finalement, de cette réception, nous, ça n'a pas été une question. En tout cas en Dordogne, avec cependant, alors il y a un groupe qui était un petit peu particulier en Dordogne, c'est le groupe des Hollandais dont j'ai pas parlé ici, qui sont installés dans les filières laitières et où là, la personne que j'avais vue à la chambre d'agriculture m'a dit que eux, c'était vraiment caractéristique d'un entre-soi, de personnes qui ne s'intègrent pas, qui fonctionnent avec des stagiaires qui viennent de Hollande, avec des ouvriers agricoles qui viennent de Hollande, des petites annonces qui sont passées dans les journaux spécialisés agricoles en Hollande, qui travaillent avec Heineken par exemple pour utiliser des ferments, etc. pour l'agriculture. Donc eux par contre, oui, ils sont vus comme peu intégrés. En revanche, pour les autres, la question ne se pose pas. Oui, je ne vais pas répondre pour l'Ariège sur cette seconde question, juste de dire que comme l'installation est beaucoup plus ancienne, il y a aussi des villages où il n'y a que des néo-ruraux. Et je pense qu'on est dans la forme d'hostilité très, très forte. Elle est dans l'opposition entre chasseurs et militants, donc notamment en montagne, en zone montagneuse, avec la question de l'ours, de la présence de l'ours. Donc on a des zones de clivage très ancienne, puisqu'un parc national n'a pas pu s'ouvrir au début des années 80. Donc c'est vraiment la seule zone finalement de clivage, et ils sont reconnus souvent pour animer les marchés, exactement la même chose. Sur le plan de la gentrification, là aussi on a deux formes variées. Il faut jouer aussi sur les échelles, c'est-à-dire que il y a le Périgord vert. Finalement, on retrouve des personnes qui n'ont pas les moyens de s'installer dans le Périgord noir, qui est déjà très saturé avec un marché du logement extrêmement
extrêmement cher. Donc là, il y a cet élément-là aussi. On retrouve quasiment des espaces pionniers et je pense qu'on doit retrouver un peu la même chose à l'intérieur de la Normandie, à l'intérieur de la Bretagne. Concernant l'Ariège, c'est peut-être un peu plus complexe puisque la zone de montagne est déjà saturée de résidences secondaires. On est à plus de 80% de résidences secondaires. Et il y a beaucoup de maisons qui ont été retapées. Sur le Piémont, il y a une différenciation, là, par contre, entre les villages et les fermes isolées dans des hameaux. On a dans les villages, finalement, il n'y a pas beaucoup de concurrence avec la population non néo, pour le dire rapidement, dans la mesure où beaucoup de jeunes s'installent dans des lotissements pavillonnaires en périphérie des villages et ne cherchent pas le vieux bâti. Donc il y a plein de vieilles maisons de village qui menacent de s'écrouler, s'effondrer. Il y a beaucoup de néo-ruraux qui viennent s'installer dans ces vieilles maisons. Il y a aussi donc le cas des hameaux, des fermes isolées, où là on trouve vraiment des situations, là encore, extrêmement variées. Et donc ce qui fait que dans certains villages de coteaux, on est tout à fait dans la gentrification, on n'est pas loin de Toulouse, etc. Donc, Laurent Fabius avait une maison au Carlabail, Anthony Blair avait une maison à Saint-Martin-d'Oyde, etc., etc. On a ce potentiel-là parce qu'il y avait de la grande propriété et des vieilles fermes. En revanche, dès qu'on va dans le Piémont, où le relief est un peu accidenté dans le Plantorel, on ne retrouve pas ça. Donc voilà. Tout dépend des échelles, mais effectivement, localement, on peut avoir cette idée de gentrification et surtout de visibilité dans l'espace, puisqu'il y a des rues de villages comme au Mazazi qui ont été piétonnisées. L'offre de commerce a beaucoup évolué aussi. On a des restaurants à la fois alternatifs, bio, des restaurants cuisine du monde, World Food, etc. Donc on a toute cette ambiance qui change et qui rend plus attractif pour d'autres personnes. Et donc là, on est typiquement dans un process de gentrification. Et puis, dernier point, sur la mondialisation, sur les mobilisations, et le politique, finalement, là où on la voit, et ça rejoint l'étude quelque part sur Bruxelles, c'est la solidarité envers les demandeurs d'asile et les exilés. Elle est vraiment souvent affirmée. Et cette condition de migrant, finalement, résonne, que ce soit d'ailleurs des non-ruraux français ou étrangers, résonne avec ces situations d'exil. Et on a vu on a suivi beaucoup de collectifs qui sont mobilisés, qui étaient à 90% constitués de néo-ruraux, qu'ils soient français ou étrangers. Mais en revanche, pour tout ce qui concerne les questions environnementales, on a quelque part une nébuleuse. Dans un village, on a une bibliothèque féministe anarchiste au Mas-d'Azil. À côté de ça, dans le même village, on a des mouvements plutôt écoféministes. Et là, on est vraiment dans des antagonismes très, très lointains. Donc, le politique, il est extrêmement foisonnant. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la chose publique existe vraiment dans ces villages et il y a une forte visibilité finalement de l'engagement des personnes. Ouais. Du coup, pour la première question, celle des stratégies des sorties un peu du secteur de la restauration italienne à Paris. Effectivement, j'ai précisé peut-être en marge que les Italiens que j'ai interviewés, ce sont des Italiens qui sont rentrés dans les marchés professionnels parisiens par la restauration italienne, mais ils ne sont pas tous restés dans la restauration italienne. En particulier, on peut distinguer 3 types des stratégies de sortie. La première est celle qui est plus commune, celle de chercher, en particulier pour les moins qualifiés, par exemple les serveurs qui sont arrivés sans expérience, sans qualification. Ils cherchent d'aller travailler, toujours de rester dans la restauration en cherchant des postes un peu moins pénibles que celui de serveur, qui est quand même un poste physiquement fatigant. Et d'aller travailler dans des structures où ils ne sont pas employés par des Italiens. Parce que
effectivement, leur niveau d'exploitation semblerait proportionnel à la présence d'employeurs et des collègues italiens. Deuxième stratégie, c'est celle de l'auto-entrepreneuriat, qui est plus... moi, en fait, j'ai rencontré un seul jeune qui était auto-entrepreneur, mais lui, il était cuisinier, donc il a commencé à travailler chez lui. Et ça aussi, il a pointé comme il a indiqué comme une chance qui n'est pas donnée en Italie, parce que ça n'existe pas que tu peux cuisiner chez toi et faire de l'emporter aux gens, des livraisons à domicile. Et la troisième stratégie est celle de ceux qui sont plus qualifiés, donc qui se sont retrouvés déclassés dans les secteurs de la restauration et qui ont accepté de façon temporaire ce déclassement, mais qui cherchent justement à trouver des emplois un peu plus cohérents avec leur parcours d'études, et notamment en sortant du secteur de la restauration dans lequel ils ont exercé des jobs alimentaires, des travails en tant qu'étudiants ou juste dans la période, la première période ensuite à l'arrivée en France et à Paris. Pour ce qui concerne les proportions des genres dans les équipes, moi, dans mes 15 interviewés, j'ai eu, pour ceux qui travaillent dans la salle, 7 femmes et 2 hommes. Donc, dans la salle, il y a une présence féminine, mais ça, c'est général dans la restauration, pas que dans celle italienne. Et par contre, dans la cuisine, 4 hommes et 2 femmes. Et justement, moi, j'attribue cette différence genrée de la présence en cuisine en salle parce que, alors, en cuisine, les Italiens qui sont en cuisine, ce sont des responsables, vraiment le responsable de la cuisine, qui normalement est un chef cuisinier, est d'habitude italien. Et du coup, il a une autre autorité, surtout vis-à-vis des personnes racisées, parce que j'avais un autre exemple d'une fille qui est pâtissière et en fait, son responsable assigne à elle la tâche d'apprendre à un commis, de lui apprendre au métier de commis, donc d'aider en pâtisserie. Et elle a des problèmes parce qu'elle dit, lui, il ne m'écoute pas parce qu'il me voit que je suis jeune. Elle avait 21, 22 ans et je suis une femme. Donc, il y a toute cette perception de se retrouver discriminée en tant que femme en cuisine, qui est aussi un truc un peu général dans la restauration. Et dans la salle, oui, mais on peut le voir même dans les travaux des FELAI auxquels je me suis appuyée, que les femmes, elles sont particulièrement employées dans la salle parce que ça revient au même rôle du travail du care, du travail elles sont considérées être plus soigneuses. Par exemple, elles sont employées dans les créneaux dans la journée, du coup, pour le déjeuner, parce que c'est le moment où il y a le plus de clients de la maison, des clients fidélisés. Et du coup, il y a besoin d'une attitude, d'un travail beaucoup plus soigneux, beaucoup plus dédié aux clients. Et donc, les femmes, elles sont censées être plus adaptées à ce travail. Merci. Donc, par rapport à... voilà, c'est vrai que les enquêtés avaient un fort sentiment d'appartenance à une nouvelle vague d'immigration, donc qui se distinguait des précédentes, des Italiens ou Grecs de seconde ou troisième génération. Notamment à cause de grâce à leur statut social, à leur diplôme. D'accord, très bien. Grâce à leur diplôme et puis et par rapport aussi à le fait de ne pas être rappelé à leurs conditions d'étrangers ou par exemple, donc je crois que c'est un exemple que j'utilise dans ma communication, une Italienne qui m'expliquait qu'en Wallonie, bien à l'époque de l'arrivée des premiers, des migrants qui venaient pour travailler dans les mines après la Seconde Guerre mondiale,
On avait des bars en Wallonie où l'accès était interdit aux chiens et aux Italiens. Enfin, c'était une pancarte qu'on retrouvait à l'extérieur des bars, par exemple, et ça rappelle un peu cette histoire les parallèles avec les États-Unis où les Italiens sont devenus blancs, mais ils étaient précédemment discriminés. Et par rapport aux pratiques, ce qui est intéressant, c'est que l'expérience, c'est pas forcément leur expérience à Bruxelles qui a mené à des pratiques de solidarité. Dans énormément de cas, ces pratiques de solidarité ont précédé en fait la migration. Elles sont antérieures à leur déménagement. Donc on a des cas où plusieurs enquêtés avaient fait des volontariats dans des centres de réception pour demandeurs d'asile et de réfugiés. Un répondant qui avait fait justement un bénévolat sur l'île de Lesbos en Grèce. D'autres qui étaient impliqués en politique, notamment dans le Parti démocratique italien, par exemple, ou qui avaient été impliqués dans la vie politique locale en Italie et qui étaient notamment impliqués sur les questions de migration. Des étudiants aussi qui avaient fait leur mémoire de master, par exemple, sur des questions migratoires aussi. Dans plusieurs cas, j'ai eu ce cas de figure. Donc voilà, c'est plusieurs pratiques comme ça. Je sais qu'on est pris par le temps, donc je vais faire court. Merci. Donc, j'essaierai d'être bref et je remercie les organisateurs d'avoir invité une historienne puisque j'aurai des questions qui sont à la fois du contexte et aussi de comparaison. Mais donc, tout d'abord, c'est vrai que, je trouve que le sujet et l'importance d'essayer de définir qu'est-ce que c'est. Tout d'abord, les migrants privilégiés. On l'entend à travers ces trois exposés. Donc, c'est tout à fait intéressant. Je pense qu'au point de vue historienne, je pose toujours la question, quoi de neuf? Et j'ai beaucoup appris par ces papiers. Il y a beaucoup de choses de neuf. Mais je me pose toujours des questions sur les précédents. Et en tous les cas, une espèce de suggestion toujours de rappeler l'importance du contexte et le contexte historique, en fait, où nous nous trouvons actuellement, ce qui a été évoqué dans plusieurs des papiers. Donc, j'aimerais juste lancer plutôt des pistes pour réflexion ultérieure plutôt que des questions à répondre parce que je pense qu'on n'a pas vraiment le temps. Mais cette question de ce que, par ailleurs, avec Marianne Amar, on est en train de travailler effectivement sur l'histoire des migrations d'élite. On a utilisé ce terme-là. Mais je pense que cette question de définition qu'on a entendue aussi ici ce matin est importante. Qu'est-ce qu'une élite, ou qu'est-ce que sont des privilégiés, mais on pose la question, pas seulement pour quelle époque, mais aussi par rapport à qui et où. C'est-à-dire, est-ce que la définition, c'est par rapport à le statut d'origine dans le pays de naissance? Est-ce que c'est un statut qui est par rapport au pays d'installation et donc des gens autour de soi dans le pays d'installation, mais aussi pour beaucoup, je pense dans l'historiographie ou les sciences sociales autour de la question, cette catégorie est pensée par rapport à la notion de travailleurs immigrés, pauvres, qui ont eu d'autres formes d'expérience, sans parler aussi, très important, des réfugiés. Donc, cette définition de privilégié, je pense, comporte beaucoup de ces questions, en fait, implicitement comparatives, mais qu'il faut sans doute démêler. Alors, il me semble que de toute façon, tous, que ce soit des hommes d'affaires ou que ce soit des travailleurs immigrés, tous y partent pour améliorer leur sort ou changer leur vie. Donc, il y a un niveau peut-être général qui regroupe aussi les privilégiés et les non privilégiés dans la fonction ou dans l'expérience de migration de manière générale. Donc, c'est peut-être aussi des choses sur lesquelles on peut parfois réfléchir. Et donc, il y avait dans ces papiers, et je regrette que je n'ai pas pu être là hier, deux choses qui me semblent étaient peut-être moins... il y avait moins de références qu'on aurait pu parfois aussi attendre. Une référence au néocolonialisme, on le trouve dans la littérature sur les migrants privilégiés.
parfois de manière très, très, peut-être presque caricaturée, mais je pense que c'est une question qui effectivement se pose. Et aussi la question tout simplement de classe sociale. Vous me direz, c'est de ma génération, on a beaucoup parlé des classes sociales auparavant. Et je pense que c'est quand même le fait que ces gens, les différents exemples qui sont donnés, il n'y a pas une classe sociale privilégiée, mais il y a différentes formes de privilèges, mais qui tiennent souvent à l'argent. Donc même dans le cas de ceux qui se déclassent en fait, ou qui le terme était décélère dans les néo-ruraux. Donc il y a quand même des éléments matériels derrière. Et je pense que ça a été évoqué tout à l'heure, qu'il y a aussi dans la définition de privilégié, il y a le symbolique et il y a le matériel. Et je pense que c'est important de penser à ces différents aspects, mais de ne pas oublier l'aspect matériel. Donc privilégié par rapport aux locaux, privilégié par rapport à d'autres travailleurs étrangers et privilégiés par rapport à ce que les personnes pouvaient être avant et ceux qui sont devenus dans le pays d'installation. Finalement, avant de poser quelques questions comparatives, on peut dire aussi, ce qui m'a frappé, je pense, la plupart des papiers, et c'est une perspective qui est tout à fait compréhensible, c'est d'essayer de définir comment eux, les migrants dont on parle, se voient eux-mêmes. Donc, c'est l'auto-perception qui est une question réelle et importante. Et c'était posé par Vincent quand même à la fin aussi, cette question de réception. Comment est-ce qu'ils sont vus par les autres? Donc, est-ce que les autres les voient comme privilégiés ou non? Et si oui, est-ce qu'il y a approbation ou jalousie ou même critique? Donc, je pense que cette question de perception, et si on peut pousser les questions pour poser essayer de ajouter à l'autoperception la question de la perception des autres. J'aurais quelques questions comparatives peut-être pour chacun, mais peut-être ce n'est pas le moment ici, on peut toujours discuter au déjeuner, puisque le temps file. Pour les néo-ruraux étrangers, j'avais justement vu les photos de Céline Gaille à Marseille, voilà, au festival Allez Savoir. Et donc, je trouve tout cela très intéressant. Et effectivement, on voit ici que la question de privilège peut des gens qui ont des moyens, mais en même temps se décélèrent, ou d'autres termes, c'était tout à fait intéressant. Mais ma question, en fait, est une question comparative par rapport aux autres étrangers à la campagne, parce que les statistiques montraient la croissance des étrangers dans ces régions, mais c'est effectivement une population très hétérogène, comme vous avez dit. Donc, parmi la croissance d'étrangers, il y a toujours des Britanniques comme des Marocains. Il doit y avoir des gens qui ont aussi des statuts différents ou les fonctions différentes au point de vue de leur travail. Donc, quels seraient... En fait, et même surtout, ces néo-ruraux, donc là, vous avez un peu répondu à la question de Vincent, mais est-ce que la différence entre les travailleurs, enfin ceux qui sont ces étrangers privilégiés à la campagne et les étrangers qui sont des travailleurs immigrés dans les champs? Donc il y a d'autres formes d'autres étrangers à la campagne. Mais l'autre comparaison, c'est la comparaison avec les néo-ruraux français. Et je me demande, et ça peut être un résultat, c'est que leur étrangeté n'est pas tellement différente de l'étrangeté des autres néo-ruraux. Et donc, peut-être la différence entre ceux qui ont la nationalité française et d'autres qui viennent de la Suisse ou la Belgique ou ailleurs, peut-être ce n'est pas une catégorie finalement tellement le plus importante, mais je me posais la question. Sur les Italiens dans les restaurants, je trouvais ça tout à fait intéressant, comment la représentation symbolique doit être présente dans la salle, mais pas forcément dans la cuisine, où ceux qui fabriquent donc la cuisine italienne ne sont pas forcément italiennes. Mais il y a, si j'ai compris, le chef de cuisine est toujours italien ou pas toujours? Pas toujours.
Donc, c'est fortement intéressant. Et là, la comparaison que pour un autre... Enfin, tout ça, c'est pour vous inciter à, effectivement, pas à doubler votre travail, mais c'est juste des questions. Pour moi, les questions comparatives permettent de pousser un peu nos conclusions, mais aussi... mais sans... Enfin, bon, c'est toute une question de comment faire des comparaisons, mais en fait, c'est juste pour vous pousser un peu dans les questions. Ici, la comparaison... C'est tout à fait fascinant et je suppose et je pense que c'est effectivement très varié et que ceux qui sont en salle, on le sait, ne sont pas les mêmes qui sont dans la cuisine. Donc, cette à la fois représentation et aussi la division ethnique est important, aussi bien que des questions de classe sociale, de qui fait quoi dans ces structures. Finalement, dernière série de petites questions pour Bruxelles. J'ai trouvé là on a une question où l'ethnicité n'est pas mise en avant du tout, ou que les interviewés ne veulent pas certaines. Donc, c'est vraiment un discours sur l'Europe, ce qui est intéressant. Enfin, l'Europe peut être une ethnicité, vue d'ailleurs, mais pour l'instant ici... je me demandais dans quelle langue étaient menés les entretiens. Est-ce que tout est en français ou est-ce qu'il y a, j'ai vu peut-être quelques-uns en anglais. Mais ici, je pense qu'on revient à la question, au problème de la définition même du mot migrant. Comment est-ce que les gens s'identifient comme migrants ou non? C'est en partie ce qu'ils mettent derrière le mot migrant. Et que nous, migrants, travailleurs immigrés, et une catégorie plutôt dépréciés, privilégiés ou tous les autres termes, élites, etc., sont des catégories plutôt mises en avant, comme le terme expat. Donc, on sait bien que la terminologie elle-même peut induire des réponses selon ce qu'on met dans les mots, autant que ce que les gens ressentent eux-mêmes. Je me demande aussi, c'est intéressant, est-ce qu'ils ne socialisent pas avec leur propre groupe, mais seulement avec d'autres nationalités? Est-ce qu'il y a ceux qui sont déçus, comme la personne à Mayotte qui était déçue parce qu'elle n'avait pas rencontré des locaux pendant son séjour? Est-ce que les gens sont déçus de ne pas est-ce qu'ils connaissent les Belges, et est-ce que ça les déçoit peut-être de ne pas être plus, ou est-ce qu'ils se sentent tellement intégrés qu'effectivement ils sont aussi très intégrés dans ces types de... Donc la question de sociabilité me semble intéressante aussi. Et dernièrement, cette question d'empathie, et effectivement c'était bien de préciser que ce n'est pas la seule réponse. Donc, et que c'était juste pour ce papier, parce que je me demandais, c'était sympa, mais est-ce que ça marche toujours? Donc, là, on a... Et là, on peut aussi le mettre dans la question plus grande, comment les pays historiques d'émigration vivent le fait de devenir des pays contemporains d'immigration chez eux. Donc là, vous ajoutez le fait que des gens qui eux-mêmes actuellement font une expérience migratoire donc à l'étranger, comment est-ce qu'eux, ils perçoivent les immigrés ou en Belgique ou a fortiori peut-être chez eux. Mais ça fait partie de cette question de ce changement qui a été important pour les pays comme la Grèce ou l'Italie par rapport à leur passé historique. Mais on peut dire que le passé, ça vaut ce que ça vaut et que les gens vivent le présent et ils peuvent être xénophobes pour différentes raisons actuellement. C'est bien si l'expérience migratoire faisait en sorte que tous les migrants du monde devenaient aussi ouverts à toutes les migrations du monde. On sait que c'est pas forcément le cas et dans juste un exemple, en Angleterre, au début du XXe siècle, ils ont fait des entretiens avec certains immigrés juifs de l'Europe de l'Est en demandant à l'un qu'est-ce que vous pensez des nouveaux immigrants qui arrivent, parce qu'il y avait une autre vague. Et ils ont dit
quand même, peut-être on est déjà assez et qu'il ne faudrait pas que trop de monde nous suive. Donc, il y a différentes réponses qui sont possibles, mais je pense que c'est intéressant de poser cette question, comment l'expérience migratoire ouvre ou non la générosité, l'empathie vis-à-vis d'autres dans d'autres circonstances. Merci.